Bonjour et bienvenue à une édition spéciale de Garrett Talks en collaboration avec le club de DA, qui est l'association référente de défense des métiers de la création et des arts appliqués à la communication. Aujourd'hui, nous accueillons trois membres du club venant d'univers créatifs différents. Nous avons Mona Kim, directrice de création et fondatrice de Mona Kim Project, et Céline Mornay-Landa, directrice de création chez Sidley, et Charlotte Marnion, Managing Director chez Iconoclast. Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être avec nous ici aujourd'hui. Nous allons commencer par la présentation. Pourriez-vous vous présenter et nous parler un peu plus de vos métiers, vos fonctions et rôles et de vos compagnies structures? Mona, est-ce que tu veux commencer? Bonjour et merci Lucia pour cette invitation à cet échange avec deux autres fabuleuses femmes comme Charlotte et Céline. Euh, je suis artiste et fondatrice du studio Monakin Projects et notre cœur de notre travail, c'est expérience et audience. Et donc, ça veut dire que nous concevons des espaces expérientiels pour global brands et secteurs culturels. Et moi et mes équipes, notre collaboration avec des marques comprend projets tels comme exposition interactive et immersive pour Warner Brothers, par exemple, ou une campagne 360 degrés et des installations artistiques pour Uniqlo. Et récemment, un pop-up expérientiel pour Macallan, de Macallan Whisky. Et donc, pour le secteur culturel, nous avons conçu des expositions expérientielles et je voudrais dire pas immersives, mais transformatives pour créer des prises de conscience. Non? Donc, ce type d'expositions sont pour les musées et les institutions culturelles. Et nous avons travaillé avec des sujets des enjeux mondiaux tels que la diversité culturelle ou le changement climatique et les droits de l'homme. Donc, in résumé, chorégraphier la synergie entre le contenu, l'espace, les médias pour raconter ou inspirer des émotions et créer du sens est au cœur de notre approche. Et bien sûr, le but est de connecter les participants ou le grand public au message, aux philosophies, au contenu de marque ou des idées à principe scientifique, culturel et parfois politique. Donc, mon business model, c'est un peu singulier parce que je rassemble pour chaque projet une équipe multidisciplinaire de collaborateurs sur mesure. Non? Euh, Ça pour pouvoir concevoir et exécuter des projets de petite à grande échelle. Et ceci inclut des collaborateurs tels que designers ou architectes, designers sensoriels, des musiciens ou compositeurs, réalisateurs, aussi concepteurs d'éclairage, des ingénieurs, des technologues et producers. Donc, c'est vraiment, ça devient une équipe très grande, multidisciplinaire, ce qui m'excite beaucoup. Euh, mais en conclusion, le émouvoir le grand public est ce qui m'intéresse vraiment. Voilà, Ok. merci. Alors, Céline, on continue avec toi? Ouais, bonjour, merci pour l'invitation aussi. Donc moi, je m'appelle Céline, je suis directrice de création chez Sidley. Sidley, c'est une agence de publicité, une agence de communication. Voilà, moi, mon boulot, c'est de chercher des idées, de les trouver et de les proposer à des clients. Donc on travaille pour plein de clients différents. Voilà, on a travaillé pour du retail, pour du sport, pour de l'entertainment, pour des jeux vidéo, pour des banques, pour des voitures, enfin bon voilà, pour plein de clients, plein de marques, différentes. Moi, ma spécificité, c'est, plus la rédaction, je suis directrice de création, mais je suis, conceptrice rédactrice à la base. Je suis directrice de création, mais je fais quand même beaucoup de création, c'est-à-dire que je manage un peu, mais récemment, voilà, on s'est un peu plus focusé sur la création. On est redescendu un petit peu plus sur la création parce que c'est quelque chose
voilà, que je dis nous parce que je travaille en binôme avec Clément, mon mari d'ailleurs, et de Montpellier. On travaille donc, et Sidley, c'est une boîte parisienne, donc voilà. Nous, ça fait 15 ans qu'on est en télétravail, donc ça nous a pas trop choqué la pandémie. Du coup, voilà, on a un peu cette spécificité-là à l'agence depuis le début. Ça fait 15 ans maintenant qu'on est chez Sidley. Et puis voilà, donc on travaille sur plein de marques différentes. Donc voilà, mais j'aime bien dire j'écris parce qu'en fait, mon métier, c'est d'écrire, peu importe, écrire des scripts, des phrases, des accroches, des podcasts, des livres, des histoires, des nouvelles, peu importe. Maintenant, c'est vraiment très. Avant, c'était très cloisonné. Voilà, on écrivait des scripts de films, on écrivait des radios, on écrivait des accroches et des signatures. Aujourd'hui, on écrit des activations, on écrit de tout. En fait, et voilà, mon métier, c'est vraiment ça. J'adore ce métier, j'adore écrire et trouver des idées. Et voilà. Charlotte? Alors moi, je suis Managing Director chez Iconoclast. On est une société de production avec une activité assez variée. C'est-à-dire qu'on a commencé principalement en faisant du clip, beaucoup de clips et de la publicité. Et on a la chance d'avoir un petit peu étendu notre activité à la fiction qui marche très bien. On produit de la photo et on produit aussi de la musique. On a aussi la chance d'avoir des bureaux dans pas mal de pays et de beaucoup collaborer parce que même si ça a l'air grand, il n'y a pas beaucoup de gens dans chaque bureau, donc on se parle beaucoup. Donc on a des bureaux en Europe, à Berlin, à Londres et en Espagne. On a des bureaux aux États-Unis, au Brésil et en Afrique. Et nous, notre spécificité, c'est surtout de sourcer des talents et de les développer. Enfin, on produit des films, hein, bien sûr. Mais on va dire que chez Iconoclast, notre force, c'est les talents qu'on essaie de trouver, puis on essaie voilà, de les développer et de grandir ensemble. Donc moi, mon métier plus particulièrement, c'est de produire des films de facto, donc de quelque chose d'assez factuel et terre-à-terre. Hein, donc rendre possible la vision d'une agence ou d'un auteur ou d'un réalisateur et la matérialiser en film et aider le réalisateur à accoucher enfin, et tout le monde à accoucher et à matérialiser ses idées souvent assez folles. Et bien sûr, sourcer des talents, donc regarder beaucoup de films, de courts-métrages, de clips, ce qui se fait pour créer des rencontres et de la synergie. J'aime bien le mot accoucher pour, pour parler de ça. Et donc, en parlant de création, j'ai fait une recherche sur Internet sur la créativité française et j'ai trouvé des mots comme l'élégance, le spectacle, l'amour, l'humour, la sophistication et qu'elle est influencée par la tradition intellectuelle et philosophique du pays. Alors, êtes-vous d'accord avec ces adjectifs? Pensez-vous qu'il y a des spécificités pour décrire la créativité française ou quelque chose qu'il a écrit en comparaison à celle d'autres pays? Alors moi, je vais bien commencer sur la sophistication. Ça, c'est sûr. Pour avoir travaillé pas mal à l'étranger, surtout sur la communication quand on est en publicité et en com, c'est sûr que je pense qu'on a une manière très sophistiquée de communiquer, puis par exemple de faire des films ou sur les idées, on le voit très bien. Il y a toujours une grande... On donne une énorme importance à l'esthétique et à comment on va justement raconter des histoires, beaucoup plus que dans d'autres pays où on va beaucoup plus s'attacher à la à l'efficacité du message ou à l'idée, alors qu'en France, très souvent, parfois l'idée n'est pas très claire, mais alors par contre, ça claque, c'est beau, et là, tout le monde est content. Donc sophistication, moi je dirais oui. Humour, moi je ne trouve pas du tout qu'on soit une nation d'humour, personnellement. Je pense qu'on a plein de qualités, mais je trouve que par rapport à d'autres pays, je pense que pour le coup, c'est plus dû comment dire, on n'est pas un pays avec énormément de limites morales, donc je pense qu'on est moins drôle. Je pense que dans les pays, il n'y a qu'à voir, hein, notre MeToo, c'est maintenant, des années après.
Et encore, c'est même pas complètement acquis. Donc en France, on est beaucoup plus, il y a beaucoup moins, je pense, de morale, donc il y a beaucoup moins de frontières à franchir. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas une nation. On est peut-être drôle de manière individuelle, mais je pense pas qu'on s'illustre dans l'humour, contrairement à des Anglais ou des Américains, par exemple. Ouais. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Charlotte, parce que je suis américaine, non? Et donc, Voilà, je suis tu vois bien. totalement aligné avec ton perspective parce que, en fait, je ne veux pas commencer à stéréotyper la créativité française parce que je crois que ça dépend de la secteur aussi, non? Par exemple, il y a une différence entre le sensibilité du start-up français, du monde numérique au lieu de la mode française, non? Mais c'est vrai que je parle un peu comme autrice et je trouve la production, ce qui produisent les Français, c'est beaucoup plus nuancé. Et aussi, c'est vrai que en sachant la production américaine, c'est un peu plus comme impact, immediacy et les choses comme ça. Donc, voilà, il y a la différence là aussi, c'est beaucoup plus nuancé. Et aussi, voilà, comme je vois ma vie en France comme la vie en rose. Non? Donc, pour moi, ce que je trouve si beau de la créativité française, je crois qu'il y a une compréhension et affinité euh, très profonde de la compréhension de la beauté. Et c'est ce que je remarque en tous les petits détails de la vie jusqu'à la création. Non? Donc, j'aimerais croire et je vois dans mon vie de rose, vie en rose, le côté très poétique et aussi la compréhension de beauté dans la création de français. Ouais, je suis super d'accord avec vous. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai que ça vient aussi des produits, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en France, on a beaucoup de luxe, beaucoup de mode, beaucoup de parfums, de cosmétos et tout. Donc en fait, la masse de la production, de la communication, elle est sophistiquée en général parce qu'on a tout cet héritage-là. On a l'héritage aussi artistique qui fait que, comme tu dis, c'est vraiment, voilà, tout est très esthétisé, tout ça. Après, bien évidemment, ça dépend aussi des produits. C'est vrai que quand on compare ce que tu disais, ce que vous disiez toutes les deux, mais quand tu compares un tunnel de pub français et un tunnel de pub américain, voilà, c'est vrai que nous, à part quelques deux, trois exceptions, c'est vrai qu'il y a un côté très esthétique, très sophistiqué justement, comparé aux Américains, par exemple, qui peuvent être un peu plus dans l'impact, un peu moins peut-être dans la recherche d'une esthétique, mais dans une autre recherche, sans faire de comparaison. Hein, c'est pas dire qu'un est mieux que l'autre, pas du tout. Mais voilà, c'est vrai qu'on a effectivement cet héritage. Après, sur l'humour, je suis assez d'accord, c'est pas français, c'est un peu global aussi, c'est-à-dire que oui, nous aussi, on a des pubs drôles, on a des productions drôles, on a des humoristes exceptionnels, on a des écrivains, des gens très drôles, mais j'ai pas l'impression que ce soit typiquement français. Effectivement, c'est peut-être à la limite plus américain, le côté entertainment, le côté tout ça. Nous, on est. Mais je trouve que quand même, là, depuis un certain temps, il y a un retour à l'humour. Je me rappelle que moi, quand j'ai commencé chez DDB il y a longtemps, nous, ce qu'on faisait, c'était que des comédies. On faisait que ça. On faisait donc l'équipe, sur Frisky, sur plein de trucs. Enfin, c'était que des comédies, que des comédies. Et ensuite, il y a eu toute la vague un peu techno. Donc en fait, on est passé plus à des trucs plus techno, plus voilà, expérientiels, tout ça, Internet et tout ça. Et là, je remarque un petit retour à la comédie, un petit retour à l'humour dans pas mal de pièces. Et moi, ça me réjouit parce que j'aime bien ça, j'aime bien les comédies aussi. Mais ouais, c'est peut-être mais c'est pas spécifiquement français. Après, le côté amour et je ne me souviens plus l'autre mot, mais c'est peut-être des visions d'étrangers sur la France, quoi. C'est-à-dire que oui, Ouais. il y a ce côté L'amour, je suis pas sûre. Paris, l'amour, tout ça, mais C'est qui est un peut-être peu Emily in Paris. Je ne voilà, sais pas voilà, si vous c'est ça. l'avez vu. C'est écrit par des Américains. Hein. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Et oui, les trucs sur l'amour, c'est intéressant parce que juste, bon, après la pandémie, dans pas mal de Garrett TikToks qu'on a fait,
Il y avait tout le monde qui disait qu'est-ce que vous voulez pour le futur et que l'humour revient à l'advertising et au pub et au spot parce que bon, tout le monde craigne un peu ça et veut un peu ça. Donc c'est intéressant aussi. Et quels sont aujourd'hui les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés dans vos métiers ou les plus grands défis qui confrontent les industries créatives selon vous ici en France ou en général? Je peux répondre si vous voulez. Ouais. Pour moi, le plus grand défi, c'est le fait de faire aimer nos métiers aux nouvelles générations. Parce que, Mm. en fait, c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, la publicité, en tout cas la communication, c'était waouh! Quand tu disais que tu bossais dans la pub, tout le monde disait oh génial et tout. Et c'est vrai que là, on arrive à un moment de la vie, de l'humanité où la communication, c'est pas forcément très bien vu, c'est un peu difficile par rapport mais pour plein de raisons, par rapport à la surconsommation, par rapport à plein de trucs. C'est vrai que nos métiers de communication sont un peu mis à mal par rapport à ça. Et je trouve que le plus grand défi là, c'est de montrer, de prouver aux nouvelles générations qui arrivent que c'est cool en fait. C'est pas on peut aussi faire ce métier en respectant les gens, en respectant leur jugement, leur libre arbitre. C'est vrai que je mélange un peu tout, mais dans les années 60-70, le métier de publicitaire, c'était de créer des besoins que les gens n'avaient pas forcément. Ah, on est arrivé, on dit il te faut ça, il te faut ci, pour être heureux, il te faut. Aujourd'hui, les gens, ils ont plus besoin de nous ils vont de toute façon, ils vont consommer. Ce week-end, ils vont aller, au centre commercial et ils vont aller bouffer au fast-food et ils vont aller manger des trucs. Nous, on est juste là pour leur dire: «Eh oh, bon, bah, on sait que tu vas aller au fast-food, bon, bah, nous, on est là, on a ci, on a ça». On crée juste de la préférence et donc cette posture d'humilité doit aussi nous apporter, une façon de faire notre métier, sans se prendre la tête, mais en étant humble, en essayant d'entertainer, en essayant d'être intéressant, en essayant d'être intelligent, de pas voilà, de pas prendre les gens pour des débiles et au contraire, parfois de proposer des trucs, ah peut-être qu'il faut chercher sur internet un peu une référence ou toi j'en sais rien, mais en tout cas, montrer que c'est pas forcément, le démon, qui va faire en sorte que, les gens derrière vont faire n'importe quoi. C'est plus, et puis on peut communiquer aussi des valeurs, on peut communiquer, moi ce que j'aime dans ce métier aussi, c'est que si tu le vois dans une pub, bah, c'est que c'est OK. Ça fait partie de la société. Donc par exemple, quand on prend, quand on fait de la mixité sociale, quand on fait de la mixité, ethnique dans une pub par exemple, ou quand on montre des couples homosexuels, ou quand on montre en fait on fait évoluer aussi, la société. On a ce pouvoir-là aussi dans la communication. Donc c'est en ça que je trouve que c'est un beau métier et voilà, le défi, pour moi, ça serait vraiment celui-là, celui de faire en sorte que les jeunes générations, bah, elles aient envie, de continuer à faire ce métier de la communication. J'ai une thématique qui est work ethics. No? Work ethics, c'est une génération qui me fait un peu souci parce que je viens de génération où hard work et effort, c'est très Ah, valué. No? Donc, j'ai difficulté par exemple, embaucher des jeunes générations, même si je veux, parce que je m'ai intéressé, là, c'est normal que nous passons notre savoir-faire à les jeunes, non? Mais il faut un peu plus de temps parce que pour vraiment le faire capter, le work ethics. Mais lié à ça aussi, c'est un peu dans le monde de communication parce que je viens originalement du monde de publicité, branding, non? Et là, comme dans la culture américaine, comme il y avait la publicité dans le vieux époque, même pendant mon époque, de communication impactant, mais aussi comme qui vient de endroit d'intelligence, non? Donc aujourd'hui, je sens qu'il y a beaucoup de choses. Le monde de communication, de publicité, c'est un peu comme il y a plein de choses, il y a influencer, toutes les choses comme ça. Et le message ne m'arrive pas comme une façon très claire, non? Ou très trop intelligente. Et je ne sais pas si c'est un signe de notre génération, de notre époque, ou je ne sais pas si qu'est-ce que c'est. Mais j'ai une sensation un peu de ça. Euh,
D'ailleurs, pour mon métier spécifiquement qui a à voir avec built environment, il y a un grand défi de gaspillage qui produit mon métier, non? Même si en comparaison à, par exemple, la grande industrie ou livestock industry, c'est rien à voir parce que les expositions ou les pop-up sont, voilà, comme c'est temporaire et on nous fait ça comme 50 000 pop-up dans une ville. Mais c'est toujours un souci de comment créer des expériences physiques pour les gens sans gaspiller ou utiliser trop de matière. Et après, comme il y a toujours comme l'avènement de l'IA et la question de jusqu'à quel point nous abandonnerons l'acte créé pour adopter la nouvelle technologie ou nouvelles possibilités. Non? Donc, c'est des questions un peu ouvertes et qui peuvent aussi susciter de certains soucis chez personnes ou certains excitements chez autres personnes. Voilà. Alors moi, en production, je dirais que les plus grands défis à venir et de maintenant, en fait, je dirais que c'est deux choses. C'est le sourcing de talent et l'inclusivité, mais c'est lié en fait. Je pense qu'il y a un effort à fournir de la part de tout le monde pour qu'il y ait beaucoup plus d'inclusion dans la communication et en production. Alors, c'est moins le cas en fiction, surtout en France, où on est sur un système beaucoup plus inclusif avec les aides de l'État, les écoles, tout ça. Mais c'est vrai qu'en publicité, on est quand même quasiment majoritairement. Enfin, je ne sais pas si on a des chiffres, mais par exemple déjà sur la parité. Enfin, Céline, toi, je ne sais pas toi si tu as, si t'as des chiffres, mais le nombre de femmes ici dit en France, je pense qu'elles sont à compter sur les doigts de la main, sur des dizaines. Et c'est pareil, le nombre de réalisatrices en publicité. Et c'est pareil pour les origines sociales. On n'est quand même pas du tout en termes de mixité. Nous, on avait sorti des chiffres avec une association. C'était vraiment catastrophique, quoi. On on était à moins d'1% sur tous les réalisateurs français de représentation de mixité sur minorité visible, quoi. Donc, moi, je pense que ça, c'est un des grands enjeux, mais surtout aussi pour nourrir la variété de points de vue et d'idées sur le monde, quoi, parce que je pense que les gens sont aussi friands qu'on leur ouvre d'autres fenêtres, d'autres points de vue, d'autres angles, et qu'on s'en portera tous mieux. Donc voilà, je dirais que ça, c'est comment ouvrir nos métiers à d'autres, voilà, des gens différents, plus de diversité, plus de mixité et puis plus de parité aussi. Pourquoi il y a si peu de filles dans les métiers de la création? Mais je rebondis sur ce que tu dis à l'instant, c'est que ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de filles dans les écoles de design, Ouais. tout ça. Il y a énormément. Et par contre, quand on bascule dans le milieu professionnel, on en a pas mal, nous. Par exemple, je vois juste à mon niveau, on en a beaucoup en stage au début, quand elles sont jeunes. Et puis après, il y a un Ouais, on switch pas. qui fait que elles ne restent pas, ou elles montent elles-mêmes leur truc, leur studio. Mais en tout cas, dans l'agence, c'est vrai que dans une agence, il y Ouais. a, ouais, elles disparaissent. À part en luxe, parce qu'on va considérer que pour parler Ouais. de beauté ou de mode ou de parfum, là, les femmes sont légitimes, mais sur les autres sujets, c'est complètement fou. Et ça donne des absurdités. On le voit bien si on regarde les publicités de voitures en France. C'est quand même. On est sur une manière de communiquer qui est. Il y a pas. Par exemple, si on prenait les chiffres, je pense, des publicités sur les utilitaires, il y a quasiment jamais de femmes qui conduisent des utilitaires dans les publicités d'utilitaires, alors qu'il y a des femmes qui conduisent des utilitaires, je suis sûre qu'il y en a autant que les hommes, si ce n'est plus. Donc, voilà, je pense que ça, c'est quand même, à un moment, il faut que ça vienne de tous les niveaux. Je pense que s'il y avait des femmes dans les équipes créatives, ce ne serait pas ces scripts qui sortiraient. Si c'était des femmes qui réalisaient, peut-être qu'elles diraient attention, peut-être que... Alors, c'est en train de changer, heureusement,
mais on est quand même plutôt à la bourre en France, quoi, sur ce. Ouais, c'est en train de changer, ça dépend. Moi, je vois dans mon agence, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose, on accorde vraiment énormément d'importance à justement Ouais, mais vous n'êtes pas complètement français, vous êtes un peu canadien. Oui, on n'est pas complètement. Ouais, mais On quelque n'est pas part, complètement. il y a cette influence tu vois, qui peut être vachement décriée par certains groupes de com, mais qui force un peu les gens, sans que ce soit une obligation, à un peu ouvrir leur point de vue, les chakras, regarder ailleurs. Enfin, quand tu vois, il y a plein d'agences à l'étranger qui travaillent vachement de là, qui font des... tu vois, Wyden and Kennedy, ils ont une école de underprivileged kids pour qu'ils deviennent créatifs. Enfin, il y a plein de gens qui font des programmes et des choses pour que ça change. Et c'est vrai que je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcer les gens à faire des choses. Hein, je ne suis pas pour les quotas. Mais si tout le monde se mettait un peu les piles pour... Ouais, non, mais je suis super d'accord. voilà. Je suis d'accord, c'est un bon gros défi, Ouais. effectivement. Et Mona, tu as vécu et travaillé à New York, Milan, Barcelone et maintenant tu es basée à Paris. Et pourquoi Paris à ce moment de ta carrière et qu'est-ce que tu trouves de différent à propos du travail dans chaque ville? D'abord, Paris, mon mari. Ok, je vais confesser. Et autrement, ces phases de ma vie où j'ai vraiment pas plus besoin d'être entouré de la beauté enchantante. Et je te dis comment je vois ma vie en vie en rose, non, en France. Et je me suis très nourri de Paris et France et tout ce qui offre sur le niveau de culture. C'est une culture très, très profonde, hein, riche. Et je, je, je suis venu à Paris après Barcelone, qui était un peu comme différent, dans le sens que le Barcelone, Espagne, c'est un peu plus raw, non? C'est la beauté, c'est beaucoup plus cru, c'est beaucoup plus un autre type de beauté. Mais en Barcelone, c'est là que j'ai beaucoup appris de avoir du courage, de créer des choses audacieuses parce que les Catalans et les Espagnols avec qui j'ai travaillé, ils ont été comme ça, non? Donc, ils sont pas avec comme, le peur de comme, OK, on va comme, faire ça, et tout. Donc, il y avait beaucoup de comment ça s'appelle, des choses audacieuses que j'ai pu créer dans ce contexte-là parce que j'étais entouré de personnes qui n'avaient pas peur, non? Hmm. Mais c'est vrai que en France, la créativité, le processus, c'est un peu plus organique et c'est beaucoup plus nuancé. J'utilise beaucoup le mot nuancé quand je parle de la collaboration ou mes contacts avec le monde créatif en France. Par ailleurs, par exemple, à New York, c'était là que j'étais encore jeune et j'ai, là, c'est là que j'avais beaucoup d'expérience en grande agence et j'ai vraiment développé mon multidisciplinarité parce que j'ai expérimenté dans le monde de la mode, de la publicité et aussi j'ai appris le design d'exposition. Et c'était comme 10 ans de jours, 10 ans à New York, mais j'avais beaucoup de rencontres dans les différents secteurs de design et aussi de collaborer avec les fashion designers où j'ai appris de sentir le tissu et comment parler dans cette langue un peu abstraite de ce monde-là. Mais en même temps, comme le directness et l'impact de communication américaine un peu à la publicité, non? Hmm. Donc, voilà, comme une comparaison à le travail que j'ai fait au bon développement créatif en Europe versus aux États-Unis, je dirais comme aux États-Unis, c'est un peu plus stratégique et business sense, non? Hmm. Et par contre, le travail fait en Europe, je sentis qu'il y avait beaucoup de liberté créative et aussi un autre type de sensibilité que j'ai beaucoup apprécié. Il y avait beaucoup de compréhension et espace pour faire des choses poétiques aussi, non? Mais dernièrement, comme le Milan, c'était vraiment la première ville quand j'étais juste fini l'université et je voulais seulement dire que j'ai appris la leçon de ma vie qui était la clé.
euh, j'ai travaillé chez studio de Ettore Sotsas, qui était une de la fondateurs de Memphis Movement, non? Et voilà, comment en junior designer, j'ai pas fait le grand travail là, mais il m'a appris une leçon super importante. Il m'a dit, Mona, la clé à la créativité est de suivre l'année. Non? Il faut abandonner ton éducation américaine rationnelle et il faut suivre le nez et ça veut dire que c'est de suivre l'instant. Donc, et ça, c'est la clé à la vie et aussi à la créativité. Donc, c'est grâce à Ettore. Donc, voilà, ça Waouh! c'est... Et pas que tu avais travaillé avec lui, incroyable. Oui, non, c'était vraiment, j'étais junior designer et j'étais secondé avec tous les grands designers milanais, non? Mais c'était un peu dur parce que j'étais encore jeune et je n'avais pas mon processus de créer les choses et j'étais très insécure et les choses comme ça. Mais être entouré de tout ça, c'était vraiment très nourrissant. Euh, et, euh, et voilà. Et Charlotte, tu as commencé dans la prod à l'âge de 19 ans. Tu savais Ouais. depuis toujours que tu voulais travailler dans la production? Je voulais travailler sur des films, mais je me suis retrouvée un peu par hasard dans la production. Je me suis rendu compte que c'est ce qui correspondait le mieux à mes capacités, en fait. À la base, moi, je voulais être monteuse et ça, c'est important. Je pense quand on démarre, parfois, on a des rêves très romantiques sur ce qu'on va faire et puis après, on est obligé de les aligner avec la réalité et puis ce pourquoi on est bon, parce on réussit quand on trouve quelque chose qui correspond à sa personnalité et là où on a le feu intérieur, je dirais. Et bon, il se trouve que moi, c'était la production. Donc voilà. Et toi, Céline, tu as toujours su que tu voulais travailler dans la création. Comment s'est passé ton parcours? Ouais, moi quand j'étais à la fac, en fait, je me rendais bien compte que ça allait pas mener à grand-chose, fac de lettres, sociologie, donc c'était hyper intéressant, mais bon, et mais moi j'ai toujours adoré la pub, j'adorais ça, j'adorais regarder, c'était des formats, à l'époque quand j'étais jeune, c'était vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment de l'entertainment, quoi. Donc tu regardais ça et c'était fascinant, c'était hyper court. Donc en fait, fallait raconter quelque chose en 30 secondes. Enfin, ça m'a toujours fascinée et quand je suis tombée sur une plaquette d'école à Roubaix, Sud de Création, et où ils prenaient pas beaucoup d'élèves par promo. J'ai passé le concours, j'y suis arrivée, ça ouvrait quand même la porte à pas mal de stages dans de très belles agences parisiennes. Donc, j'ai eu la chance comme ça de pouvoir commencer très tôt dans des belles agences, Léo Burnett, Saatchi, tout ça. Et voilà, et d'apprendre le métier. Moi, en fait, ce que j'adore dans ce métier, c'est que justement, en fait, on a toutes les étapes. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, on a le côté commercial, effectivement, un peu marketing et tout. On a le client qui vient nous briefer, on réfléchit à des idées. Et après, il y a toute la partie production, justement, avec Charlotte. Donc, vraiment, c'est vraiment le côté où tu as le droit de voir plein de métiers différents, de la conception, vraiment du côté jusqu'à la réalisation, jusqu'à la sortie, jusqu'aux chaînes, et donc en fait, cette rencontre de toutes ces personnes et de tous ces corps de métier, moi, que j'adore en fait, dans mon métier. C'est vraiment, je suis pas, on reste pas dans notre bureau à faire que ça. Après, quand on veut accoucher, on parlait d'accouchement aussi tout à l'heure, ben voilà, on est obligé de demander à plein de gens différents et c'est ça que je trouve trop cool. Hmm. Et on va finir pour une dernière question. Le club des DA repose sur trois piliers. Préserver les passés, honorer les présents, inspirer les futurs. Donc, deux questions à propos du futur pour clôturer cet échange. Comment voyez-vous ces futurs et comment aimeriez-vous qu'ils soient? Parce que parfois, malheureusement, c'est pas la même chose. Donc, Charlotte, tu veux commencer? Euh, voilà, c'est très très dur comme question. Alors, comment est-ce que
Alors moi, je n'aime pas trop me projeter dans le futur. Je ne vais pas mentir, parce que sinon, je pense que j'ai des pensées beaucoup trop négatives. Le présent étant quand même pas très positif. Donc, j'essaie de me concentrer sur améliorer déjà le présent ou le futur très, très proche et voir ce qu'on peut faire et comment j'aimerais que le futur soit plus inclusif et moins de tensions morales, sociales, idéologiques, surtout en France, voilà, et dans le monde. Ouais. Moi aussi, comme c'est un peu pas lié à la monde créativité, mais the world, non? Moi, j'aimerais que la pauvreté soit éradiquée et égalité de chances soit donnée à tous. C'est ça, c'est être le capitaliste communiste, quoi. C'est-à-dire que tout Ah le monde oui, soit riche. oui, c'est, voilà, sincèrement, c'est ça qui est. euh, Non, ouais, je suis assez d'accord. J'aimerais qu'on sorte chacun sorte de sa bulle, mm, de sa bulle de Twitter, de sa bulle de machin, et qu'on se remette à discuter, mm, parce que c'est clair que c'est là qui est le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que chacun est nourri par ce qu'il a envie d'être, de consommer, en termes d'information. Enfin, je veux dire, tout le monde est dans sa bulle, et en fait, on se parle pas. Et on a des mm, chocs de réalité. Ma réalité, c'est pas la même que la tienne, c'est pas la même que la tienne, et donc alors qu'on vit quand même tous sur la même planète. Donc ouais, moi, j'aimerais bien que dans le futur, on arrive à se parler, en fait, tous ceux, et qu'on respecte le fait qu'on pense différemment. On a le droit de penser différemment, c'est beau de mm. penser différemment, et on peut peut-être pas forcément se changer d'avis ou se faire changer d'avis, mais au moins on peut discuter, et puis on peut essayer de trouver des compromis les moins dégueulasses, quoi. Ça s'appelle la démocratie, donc c'est ça que j'aimerais pour le futur, voilà. On se parle. Bon, merci beaucoup pour cet échange très riche. Et ça a été un plaisir de vous connaître un peu plus et connaître vos métiers et qu'est-ce que vous faites. Et bonne chance avec tous les projets que vous allez faire cette année. Et merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Merci. Merci Lucia, merci Charlotte et Céline.